Alors, j'ai un seul slide. Donc, c'est le seul slide que vous allez voir pendant toute mon intervention et qu'on essaiera de développer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème de la cybersécurité, dans lequel il y a plusieurs acteurs qui interagissent et qui ont des fois les mêmes intérêts ou des intérêts divergents. Alors, je vais essayer de développer vraiment chaque partie, si j'ose dire, prenante, qui fait partie de cet écosystème. Alors, l'underground, la plupart de vous avez fait du hacking, c'est le laboratoire, c'est le club de hacking. L'underground, il y a effectivement les hackers, les hacktivistes, tout ce que vous voulez, des personnes qui n'ont pas forcément géré une connotation négative ou une responsabilité de nuire, ça dépend. Et d'ailleurs, quand on voit un petit peu le groupe underground, qui est un groupe qui est difficilement pénétrable, si je dois dire, on ne peut pas savoir comment ils pensent, quelles sont leurs motivations derrière et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire, etc., etc. On voit d'ailleurs, de par l'évolution, de par le temps, c'est que leur motivation a évolué. Au début, et même le hacker d'ailleurs, il a une connotation qui, aujourd'hui, les médias essaient de lui donner une connotation négative, mais bon, l'origine du mot hacker, c'est quelque chose qui avait le jour au niveau de MIT, et c'était vraiment pour désigner quelqu'un de bidouilleur, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui essaie de résoudre le problème, quelqu'un qui est à la fois passionné et consacre beaucoup de temps dans la recherche des solutions, et c'était plutôt une connotation positive. Bon, après, effectivement, on a essayé de lui donner une connotation négative, mais toujours est-il, des fois, on considère que c'est hacker, c'est quelqu'un de bien, d'autres le considèrent c'est quelqu'un de mal, il y a du white hat, des black hat, etc., etc. Mais toujours est-il, il est toujours dans cet environnement underground, et la motivation, vraiment, elle a vraiment beaucoup évolué. Si au début, un acte de piratage, un acte de fraude, un acte d'intrusion dans un système d'information, il était principalement motivé par la recherche de la reconnaissance, par l'ego, par que voilà, je l'ai fait, moi je suis très fort, je peux faire plus, etc. C'était ça en fait la principale motivation. C'était la recherche de la reconnaissance, c'était l'ego, etc. C'était la curiosité intellectuelle aussi. Mais au fur et à mesure le temps passe, et on s'est rendu compte qu'on peut faire de l'argent avec ça. Aujourd'hui, je ne vais pas tirer sur ce qui bouge, mais je vais essayer de cibler quelque chose qui va m'apporter de l'argent. En 2009, ce qui a été généré par la cybercriminalité, dans un rapport qui a été édité par McAfee, c'est plus de 1000 milliards de dollars qui a été généré pour la même année. En termes de cybercriminalité, ça dépassait pour la même année ce qui a été généré par le commerce de drogue à l'international. Donc c'est une activité qui est très lucrative. Donc le hacker, le bagarre, si j'ose dire, il s'est dit, bon voilà, il y a aujourd'hui un intérêt réel, est-ce que je continue à faire ce que je faisais avant, tout en faisant de l'argent. Donc voilà, la motivation elle a beaucoup évolué. Et dans ces derniers temps, on a même constaté qu'on n'est plus dans cette perspective-là en fait. Certes, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans des activités cybercriminelles, d'intrusion, etc. pour générer de l'argent, mais il y a aussi une autre typologie. C'est ce qu'on appelle les activistes. Les hackers activistes, on a vu ça dans les révolutions des pays arabes, Anonymous et tout ce qui va avec. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui sont disposés parce que, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, effectivement, de perpétrer des actes d'intrusion, des actes de perturbation de l'infrastructure SI, des organisations ciblées, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord, juste parce qu'ils veulent faire passer un message, etc. C'est les activistes. Alors, là encore, et on a vu que les
choses ont encore évolué. Et ils ont évolué, mais ça, cette fois-ci, ça devient encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que même les États, on peut les espionner, même les chefs d'État, on peut les espionner. Moi, écouté la radio ce matin, j'ai vu que Angela Merkel, elle va tenter un procès contre les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle faisait figurer parmi les centaines de chefs d'État qui étaient espionnés. Et leur communication, en fait, on les a interceptés et pendant des mois et des mois, voire des années, par ce qu'on appelle la NSA, National Security Agency aux États-Unis. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, même les États, ils sont menacés, même les institutions critiques d'un pays, ils sont menacés. Et donc aujourd'hui, on n'est plus dans, il y a quelques années, ou il y a quelques 2 décennies, on était dans la perspective qu'une attaque informatique, c'est le fruit d'une personne qui se retrouve un samedi matin à ne rien faire, un adolescent, et essaye désespérément de trouver un serveur non patché sur Internet. Ça évolue. On n'est plus dans ce cas de figure, on n'est plus dans cette perspective. Aujourd'hui, une attaque, c'est généralement quelque chose qui est prémédité, qui est bien organisé, qui est ciblé et qui a un objectif, soit générer un argent, soit faire passer un message, soit défendre les intérêts vitaux d'un pays ou d'une institution. Donc cette partie-là, underground, c'est une partie qui est extrêmement difficile à cerner. C'est monsieur, madame, tout le monde, c'est vous et moi, c'est n'importe qui peut effectivement jouer. Et ce qui complique la tâche aujourd'hui, c'est que si qu'il y a quelques années, les acteurs de cet univers underground, il était des gens qui sont experts en sécurité, qui ont un bagage très fort d'un point de vue technique en sécurité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quiconque qui est motivé, il suffit d'être motivé, il peut effectivement, il a potentiellement une capacité de nuire. Alors, comment? Aujourd'hui, avec la vulgarisation des attaques, vous lancez une recherche sur Internet, vous voulez faire une attaque DDoS, des services distribués, vous allez vous rendre compte effectivement, bon voilà, il y a des scripts, il y a des sites qui vous disent voilà ce qu'il faut faire dans les moindres détails, etc. Aujourd'hui, on arrive à lancer des attaques hyper sophistiquées dans cet univers-là, sans pour autant avoir un prérequis extrêmement important d'un point de vue technique. C'est ça en fait qui complique la tâche. Alors je vais parler aussi de la deuxième typologie, c'est en fait cette partie prenante dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs, l'industrie de la sécurité, les sociétés qui opèrent dans la sécurité des systèmes d'information, aujourd'hui qui sont des acteurs aussi extrêmement importants dans cet univers, qui apportent une réelle valeur ajoutée dans cet écosystème. C'est des sociétés qui proposent des solutions de sécurité, qui proposent des services de sécurité, etc., etc. Ce qu'on constate, là encore, c'est qu'il y a des fois un chevauchement. La frontière n'est pas extrêmement claire. Et c'est pourquoi aujourd'hui on utilise des termes, par exemple, ethical hacking. C'est un hacker, mais il est éthique. On utilise des termes qui sont un peu, je dirais, maquillés pour effectivement désigner qu'on utilise des compétences qui étaient à l'origine ici, mais aujourd'hui on essaie de bien les canaliser, de bien cadrer leur travail pour qu'ils puissent donner quelque chose de positif. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il va falloir qu'on développe au Maroc. C'est ce qu'on appelle la politique de réhabilitation des hackers. C'est important. Nous, on a vu ça par exemple aux États-Unis, en Angleterre, ça a apporté des résultats. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de faire en sorte à ce qu'il y ait une personne, un adolescent de 18 ans, de 19 ans, qui a fait une bêtise d'adolescence et s'est introduit illégalement sur un système d'information, etc., qu'on le mette en prison et 3 ans plus tard, il va revenir avec
avec des compétences encore plus avancées sur d'autres choses dont on n'a vraiment pas besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, si les gens infinis dont on a besoin, il faudra en amont faire en sorte, dans un État, dans un pays, est-ce que ces gens-là ne puissent pas tomber dans l'illégalité. C'est-à-dire faire en sorte que leur expertise, leur motivation soit bien cadrée. Et c'est pourquoi, par exemple, aux États-Unis, on a même un salon international de ce qu'on appelle Las Vegas, sur tout ce qui est hacking, on a à Amsterdam, à Abu Dhabi, etc., etc. Il y a plusieurs écoles, et je vous encourage à le faire, qui organisent la nuit du hack. Il y a une école à Casablanca, il y a des écoles, je crois, ici au Canada, où, par exemple, je me lance cette idée-là, effectivement. L'école Mohammedia, ils l'ont fait récemment, je crois. La nuit des hacks, c'est effectivement permettre aux gens, enfin aux étudiants de l'école, mais aussi d'autres étudiants de venir, de faire un challenge, de donner des prix, etc., etc. Ça permet effectivement de bien canaliser l'énergie de ces groupes. Alors parmi les acteurs aussi, vous avez les hébergeurs. Une opération frauduleuse, un acte cybercriminel, à un moment ou à un autre, il va passer par un hébergeur. Ça peut être un opérateur télécom ou autre. Aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a ce qu'on appelle les hébergeurs bulletproof, génie par balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, concrètement, vous venez vous héberger votre contenu illicite chez nous, et on vous garantit de ne pas effectivement collaborer avec la police si jamais il y a un problème. Ça existe en Indora, ça existe quelque part dans l'océan Pacifique, ça existe dans plusieurs pays. Il y a le plus célèbre, ce qu'on appelle le RNP, donc Russian Network Business. Il y a Adollah Network, qui est un réseau turc aussi, qui est assez connu, qui sont le RNP, il était à l'origine de 98% des actes cybercriminels de le monde. Donc vous pouvez héberger votre contenu illicite. Et les hébergeurs, ils ont effectivement une lourde part de responsabilité sur ça. Par exemple, en France, il y a une loi qui dit, dans l'ensemble des cybercafés ou des hébergeurs, d'avoir minimum 30 jours, un mois de traces sur tout ce qui est connexion. Donc si une personne part dans un cybercafé pour se connecter sur Internet, le cybercafé, il est tenu d'un point de vue légal d'avoir 30 jours de traces. Et si jamais il y a un problème, on peut revenir et savoir effectivement à partir de quel cybercafé la personne continue. Alors, les cybercafés, surtout dans des pays comme le Maroc, et on voit ça partout en Afrique, et les pays où la connexion Internet coûte plus ou moins cher, il n'y a pas une démocratisation de connexion Internet, c'est que le cybercafé continue à être ce qu'on appelle une zone de non-droit. À chaque fois, il y a quelqu'un qui lance quelque chose, on va dire, bon voilà, c'est à partir de cette cybercafé qu'il agissait, et il fonctionnait, et il lançait ses activités. Et effectivement, il y a aussi là encore lieu vraiment de bien cadrer les activités des cybercafés, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas vraiment avoir ce genre de dérapage. Alors après, vous avez l'autre partie, la justice. La justice, parce que comment voulez-vous aller en cours contre une personne qui effectivement agit d'une façon illégale pour lancer tel ou tel acte? Sur quelle base juridique? Quelqu'un qui lance une opération d'usurpation d'identité sur un compte Facebook, si vous partez voir un magistrat ou un juge, si vous voulez déposer une plainte, sur quelle base juridique? Est-ce qu'il y a des lois qui vous permettent de le faire? C'est ce qu'on appelle la mise à niveau de l'arsenal juridique. Au Maroc, aujourd'hui, il y a des lois. Il y a la loi 0703, il y a la loi 0908, protection des données à caractère personnel, il y a la loi 5305, il y a la loi 3108. Donc on a des lois, mais le véritable challenge, c'est les faire appliquer. C'est ça en fait le véritable challenge. Parce
parce que tout l'écosystème qui gravite autour de ces lois-là n'est pas encore prêt. Aller expliquer à un magistrat, ben, juste que c'est un délit à distribuer, ce que c'est un phishing, ce que c'est un mind bombing, ce que c'est un DDoS, etc., c'est extrêmement difficile. Donc il faudra penser tout ce qui est formation, magistrat, juge et tout l'écosystème qui gravite autour. L'éducation, puisqu'on est dans une école, la prévention consistera effectivement à faire en sorte à ce que, dès le jeune âge, faire en sorte à ce que les gens ne puissent pas tomber vraiment, je dirais, dans l'illégalité et surtout les sensibiliser par rapport aux enjeux liés à la sécurité du système d'information. Donc, dès jeune âge, il faut prévoir dans les programmes éducatifs des campagnes de sensibilisation destinées pour les élèves. Alors, effectivement, il y a la justice, il y a l'éducation. Enfin, la problématique de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, c'est effectivement une problématique transverse. Le problème, c'est que ça nécessite l'intervention forcément de plusieurs acteurs pour pouvoir mieux lutter contre la cybercriminalité, pour pouvoir mettre en place une véritable stratégie nationale de confiance numérique et surtout la mettre en œuvre. Il faut absolument faire en sorte à ce que ces acteurs-là puissent se synchroniser entre eux, parce que c'est une problématique vraiment transverse. Alors, certes, si je parle au niveau du Maroc, et là je vais faire le lien avec tout ce qui est cloud defense, vous savez, dans n'importe quel pays, les pays développés, ils ont ce qu'on appelle des organismes CERT. C'est quoi un organisme CERT? C'est un organisme qui va centraliser tous les incidents de sécurité du système d'information qui vont concerner un pays. Au Maroc, on a CERT qui gère la sécurité, enfin, c'est pas qui gère la sécurité, qui centralise tous les incidents qui sont liés à la sécurité. Demain, il y a un incident dans telle ou telle administration publique, tel ou tel ministère. Normalement, CERT, il est censé avoir l'information et il est censé surtout aider cette administration pour pouvoir remédier au problème, pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir apporter une véritable solution à cet incident. C'est ce qu'on appelle des organismes CERT. Ça existe en France, partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans tous les pays développés, et même des fois, même les pays moins développés, aujourd'hui sont dotés de ce qu'on appelle des organismes CERT. Le problème de ces organismes-là, c'est que c'est comme une sorte de gendarme de sécurité dans un pays, c'est que pour pouvoir gérer les incidents, il faudra d'abord être au courant de ces incidents. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une personne qui vient me voir me dire écoutez, moi j'ai reçu telle ou telle attaque, j'ai eu tel ou tel problème, je ne pourrais pas mal savoir. Alors, les pays où ça a bien marché, c'est ce qu'on appelle les traitements d'incidents, c'est les pays où ça a été accompagné par des lois qui obligent les organismes à déclarer leur incident. À chaque fois qu'il y a un incident, je le déclare parce que je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, je risque d'avoir des problèmes. Tout en gardant l'anonymat, bien sûr, etc. Donc les organismes, certes, c'est vraiment ça a une importance capitale par rapport à tout ce qui est traitement des incidents. Alors, l'université, les groupes de recherche, vous savez, l'université aujourd'hui, la plupart d'ailleurs des grandes structures de renommée internationale de sécurité système d'information, ils ont vu le jour dans le milieu universitaire ou là au niveau de l'armée. Ça dépend, c'est ce qu'on appelle des spin-offs. C'est-à-dire, ce sont des organismes qui ont eu le jour et ont ici, même les grandes structures, c'est là. En fait, l'université, les centres de recherche, ils ont une réelle valeur ajoutée en termes d'invention et en termes d'innovation dans le domaine de la sécurité. Et c'est un domaine qui bouge de façon très rapide. Et il y a beaucoup d'organisations, plusieurs organisations qui injectent des milliards et des milliards de dollars pour faire avancer, je dirais, la sécurité de l'information. Parce qu'on se rend compte que l'underground, des fois,
il est plus avancé que l'industrie de la sécurité et que l'université, etc., en termes d'invention de nouvelles capacités pour nuire. C'est extrêmement important. À chaque fois, on dit, bon voilà, on a trouvé la solution, et 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui va la casser. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, actuellement, en Russie, vous avez un poste informatique pour 10 ingénieurs. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui va occuper ces postes-là et 9 autres ingénieurs. Il faut bien qu'ils trouvent un moyen pour s'épanouir à leurs besoins. Et l'underground, il les attire. Pourquoi? Parce que c'est facile, ça ne nécessite qu'une connexion, parce que c'est difficile qu'on arrête. Les lois d'abord, elles existent ou elles n'existent pas, et même si elles existent, il faudra vraiment punir vraiment un problème. Et surtout parce que ça rapporte. Et dans l'underground, il y a même aujourd'hui une nouvelle typologie d'acteurs. J'ai parlé de hackers, de crackers, de hacktivistes, et des États, des institutions aussi qu'on peut qualifier qui font partie de l'environnement underground, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le cybercriminel de dimanche. Le cybercriminel de dimanche, c'est un bon père de famille, c'est une personne qui a son emploi, etc. Mais de temps en temps, il se laisse aller, il se lance dans des activités cybercriminelles. Pourquoi? Parce que ça rapporte, parce que c'est très difficile de l'arrêter, parce que. Donc vraiment, on n'est plus face à un profil type. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut potentiellement nuire et peut effectivement lancer des attaques à l'encontre de telle ou telle organisation. Alors, cet écosystème, vraiment, comme je disais tout à l'heure, il interagit, ces différents acteurs, ils interagissent entre eux, et ils sont... des fois, ils ont des intérêts communs, des fois, ils ont des intérêts divergents. La frontière entre ces différents acteurs, c'est flou. Comme je disais tout à l'heure, l'ethical hacker, il est à la fois ici et là, il fait des allers-retours, etc. L'université, avec tout ce qui est industrie de sécurité, etc., en fait, c'est une problématique transfert, c'est une problématique complexe, et c'est une problématique aujourd'hui qui nécessite vraiment la synchronisation et le travail de synergie pour pouvoir mieux lutter contre ça. Alors par rapport à tout ce qui est, pourquoi je parlais de cloud défense, c'est une question de souveraineté nationale, parce qu'aujourd'hui, un État, au même titre, il a la police, il a les gendarmes, il a les douanes, il y a il a besoin aussi des personnes, des institutions, des organisations qui vont défendre ses intérêts vétos. Et aujourd'hui, si on voit des agences comme la NSA qui peut récupérer des comptes très sensibles, qui peut aller regarder qui peut intercepter les communications des hauts responsables, qui peut s'introduire dans des organisations critiques, ça veut dire qu'on est vraiment dans une nouvelle ère et il va falloir se doter des moyens de protection sophistiqués. Au même titre, on a, comme je disais tout à l'heure, la police, la gendarmerie et la douane, et il nous faut des gens qui vont nous protéger par rapport à tout ce qui est cyber-sécurité. Alors, parmi les choses, effectivement, qui sont aujourd'hui en stade de mise en place dans des pays avancés, c'est puisqu'on parle de cloud, et dans un pays, il y a ce qu'on appelle les infrastructures critiques. C'est quoi une infrastructure critique? Vous avez un GLONASS, ou la LIDEC, ou centre d'énergie, pour tout ce qui est production d'énergie, les télécoms, etc. Ça, ce sont des infrastructures critiques. Vous allez constater qu'aujourd'hui, ils ont des systèmes qui sont des systèmes informatisés. Et du moment qu'ils ont des systèmes informatisés, ça veut dire qu'ils peuvent faire l'objet d'attaques. Et même, des fois, quand ils n'ont même pas de système, ils ont ce qu'on appelle des systèmes SCADA, type Siemens. On se rend compte, et d'ailleurs, l'incident qui a eu lieu en Iran il y a 3 ans, du fameux virus Stuxnet, je
Stuxnet, en fait, est un virus, la première fois, d'ailleurs, ça a été mis en place par Israël, pour la première fois, on a conçu un virus qui va attaquer un système industriel. Et la centrale nucléaire de l'Iran, pour la petite histoire, ils ont perdu 2 ans de travail. 2 ans d'efforts qu'ils ont perdu face à cette infection de virus Stuxnet qui a attaqué ce qu'on appelle les transgenres. Alors, effectivement, quand vous avez ce genre de choses, quand vous avez aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, enfin l'affaire de Snowden, ça a révélé plusieurs choses extrêmement critiques. Il y a plusieurs organisations aujourd'hui, des entreprises, qui refusent de mettre en place dans leur système d'information, des solutions américaines. Nous, on a constaté par exemple que RSA, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, le RSA, vous connaissez le RSA? Donc tout ce qui est solution de cryptage, la plupart des grandes structures utilisent des solutions de cryptage RSA. On a constaté que la NSA a payé des millions et des millions de dollars pour qu'un code malveillant puisse être inséré dans le code de l'application qui gère tout ce qui est clé de chiffrement. Donc ça veut dire, moi je suis une organisation X, j'utilise une solution type RSA, je me fais confiance, c'est une boîte noire qui est dans mon système d'information, mais elle envoie toutes ces informations à un organisme Y. Donc c'est pourquoi on a pensé à mettre en place ce qu'on appelle pour toutes ces organisations critiques du cloud defense. C'est du private cloud defense. Ça veut dire quoi? On va avoir un cloud, mais ça va être notre propre cloud. C'est un cloud marocain. Parce que c'est quoi un cloud? C'est un data center avec des capacités très très importantes en termes de stockage, en termes de traitement, en termes de ça, que je vais déduire d'une façon mutualisée pour un certain nombre d'acteurs. Donc moi-même, je peux investir dans le cloud. Ben oui, pourquoi pas ne pas avoir un data center mutualisé pour l'ensemble des infrastructures critiques d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, telle ou telle administration publique au ministère, etc., elle utilise pour sa messagerie tel ou tel environnement de cloud, Microsoft ou Google Apps, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon d'un point de vue sécurité nationale? Parce que demain, il peut y avoir un problème et on sera tributaire. Et même pas demain, peut-être même aujourd'hui, mes emails, ils sont lus par des personnes malveillantes, par des organismes malveillants. C'est pourquoi il faut développer effectivement cette question-là de cloud defense. C'est un cloud privé qui va permettre à un pays de protéger ses infrastructures critiques. C'est extrêmement important et pour moi, c'est une question de souveraineté nationale. Au même titre, on a de la police, de la gendarmerie, de la douane, je ne sais pas quoi, qui nous protège, et qui assure la sûreté et la sécurité des biens et des personnes. Il nous faut aussi des mécanismes qui vont nous permettre de se protéger contre le risque de cyberespionnage, le risque de cyberguerre, le risque cybercriminel, et pour effectivement s'insérer dans cette perspective-là de cybersécurité qui va nous permettre de mieux protéger l'infrastructure IT, l'infrastructure critique du pays. Donc voilà, ça a été assez bref et rapide. Donc je souhaiterais effectivement plus interagir avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon intervention, là, par rapport à tout ce qui est sécurité de système d'information. Je vous remercie pour votre attention. Il y a des avantages et des inconvénients dans un environnement de cloud. L'avantage, je ne vais rien vous apprendre, c'est que vous allez effectivement rien investir en termes d'infrastructure technique, vous n'allez rien installer, etc. Ou même d'un point de vue maintenance, vous n'allez pas vous soucier de maintenance, vous n'êtes pas obligé
obligé d'avoir un administrateur de ces solutions, mais en contrepartie, on vous fournit un service avec des SLA, etc. Donc, effectivement, il y a un risque d'un point de vue de fuite d'informations sensibles, de fuite de données dans un environnement de cloud. Mais ce risque-là, il est bien encadré à travers des lois. Par exemple, ici au Maroc, on a la loi 0908, qui est une loi de protection des données à caractère personnel. On a un organisme qui s'appelle la CNDP, la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. Si vous travaillez dans une entreprise et qui souhaiterait, par exemple, souscrire à un service de messagerie de Google ou de je ne sais pas quoi, avec un cloud qui se trouve je ne sais pas où, avec un data center qui se trouve je ne sais pas où, elle est dans l'obligation légale de s'assurer, le pays où vos données seront hébergées fait partie d'une liste blanche, c'est pas un pays qui n'a pas une législation équivalente, avoir vraiment s'assurer que la société en question elle va fournir toutes les garanties nécessaires pour vraiment protéger ces données-là contre tout accès. Mais maintenant, effectivement, malgré toutes ces garanties-là, il peut y avoir vraiment des incidents qui ne sont pas glorieux. Et donc, effectivement, si vous voulez vous protéger, il vaut mieux investir dans une infrastructure locale. Mais bon, il y a des inconvénients, mais aussi des fois, même en mettant ça d'une façon sur votre propre réseau, etc., il y a aussi un risque d'un point de vue de sécurité. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri des menaces et des risques. Donc c'est vraiment, c'est un risque à évaluer. Moi je travaille dans le domaine de la sécurité. Et effectivement, je pense qu'il y a un bel avenir pour les gens qui veulent continuer à vraiment approfondir leurs recherches, et surtout pour les gens qui sont passionnés par la sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas juste un métier, c'est une passion. Les gens qui sont doués en sécurité, c'est des gens qui consacrent beaucoup de temps au niveau de la sécurité, qui consacrent énormément de temps. Et c'est pas des gens qui vont aller dans un cours sur quelque chose et bon voilà, pour faire des gens compétents, c'est loin de là. Et donc effectivement, pour revenir à votre question, la cybersécurité, la cybercriminalité, certes, c'est quelque chose de négatif, effectivement, mais aujourd'hui, une nouvelle tendance d'attaque font en sorte qu'il y ait un véritable marché de sécurité, donc ça crée du business, donc ça c'est déjà positif. Ça fait réfléchir, mais il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le paranoïa. Le revers de la médaille, c'est quand vous êtes trop conscient des enjeux liés à la cybercriminalité, ça fait de vous quelqu'un de pareil. Vous savez, il y a toujours un équilibre à aller chercher. Comment faire, comment être dans un climat, comment instaurer un climat de confiance, d'accord, apaisé, sans pour autant faire fuir les gens, et sans pour autant surtout, je dirais, être trop laxiste. Non plus. Donc c'est un équilibre qui est difficile à aller chercher, mais c'est ça en fait la sécurité. La sécurité, il faut que les gens les mettent dans un environnement de confiance, mais il ne faut pas non plus être laxiste et être vulnérable à des attaques connues et inconnues. Allez, je m'appelle. Tu es dans quelle année? La première année, ça doit être un peu très. Troisième année, c'est bon. C'est la première année parce que moi, en fait, le stage pour moi, c'est pas juste un passage. Moi, je crois à quelque chose. Le leadership, c'est quoi le leadership? C'est faire des choses extraordinaires avec des gens très ordinaires. Quelqu'un même qui est en première année, qui est un stagiaire, je peux faire de lui quelqu'un qui peut dégager de l'énergie incroyable, qui peut faire des choses incroyables. Mais à condition, il faut bien le coacher, il faut bien l'encadrer, il faut lui faire confiance. Il faut surtout croire dans ses capacités. Donc aujourd'hui, tous les stagiaires que j'ai par exemple cette année 6 stagiaires, c'est des thématiques bien précises, c'est des réunions chaque semaine, c'est un encadrement de proximité, c'est pas juste le stage de l'été, c'est le fait une connexion internet, la chambre.
ça ne se passera pas comme ça. Donc vous, ce qu'il vous faut, c'est un stage découverte. Stage découverte, c'est plutôt un stage soft. Vous pouvez faire ça dans des organisations pas comme la nôtre. Parce que chez nous, c'est plutôt des stages très ciblés avec des... En fait, la plupart des cas, c'est des projets de fin d'études qu'on accepte. C'est des projets de fin d'études. Mais مرحبا بك من هنا واحد السنه الراسيه ان شاء الله مرحبا بك. ديما كندخل السيت ديالكم حيت انا ان شاء الله. Celui-là, c'est un écrivain, il a déjà son livre, oui, dans la bibliothèque. Je vous conseille de le lire. C'est très intéressant, c'est une grande personnalité. Pardon? Merci à vous, merci Marie. انا كان ان شاء الله ستاج بيتون دلوقتي. Pardon? ستاج ديالك تاخر ديال 28. Avec plaisir. Il va communiquer beaucoup mieux que maintenant. Ah, là c'est bien. C'est bien. La communication c'est important, sincèrement c'est important. C'est important parce que vous allez devoir travailler avec une langue étrangère, que ce soit le français ou l'anglais. Et si vous voulez faire une carrière, nous par exemple, moi j'ai une équipe qui en ce moment même une personne au Sénégal, une personne au Bahreïn, 2 personnes de la Côte d'Ivoire, une personne au Gabon. Pour vous donner le reste, bon, ici au Maroc, on a vraiment des déplacements partout. On travaille dans des environnements multilingues, etc. Et un consultant, d'abord, c'est de la communication. Écrit et oral. Hein? Écrit, c'est important parce que là aussi, le malheur comme tout le monde, à force de chatter, moi, des fois, je recevais de la part de mon employé des emails avec là, vous envoie un mail pour qu'il chatte et donc voilà, parce que le chat, c'est aussi, et il faut faire attention, et il faut aussi s'entraîner sur tout ce qui est communication écrite, c'est important, parce que vous serez appelé à rédiger des rapports. Et des fois, vous pouvez rédiger des rapports de 50, 100 pages chaque semaine. Nous, notre travail, c'est des rapports. C'est une prestation intellectuelle. Et un rapport, le client, quand il va le recevoir, il va décider est-ce qu'il vous paye ou pas. Dépendamment. Mais il y a le fond, il y a la forme. La forme, il faut qu'elle soit bonne, mais le fond aussi. D'accord? Enfin, le fond, il faut qu'il soit bon, bien sûr, irréfutable, mais la forme aussi, la forme, la communication. Donc je vous encourage, c'est pas encore trop tard, si vous avez des lacunes sur tout ce qui est communication orale écrite, là, je ne crois pas que l'école va trouver à l'école, même s'il y a des heures supplémentaires à faire, je ne sais pas quoi, etc. Donc profitez-en, améliorez ce qui est amélioré, mais comme le waqt. Parce qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le temps et ça serait trop tard. Profitez, essayez de canaliser votre énergie dans une perspective positive. Ne gaspillez pas votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie dans des choses qui vous apportent rien plus tard. Peut-être vous allez faire de l'énergie, vous allez dépenser de l'énergie et des choses qui ne vous apportent pas quelque chose tout de suite, mais qui sera payant plus tard. Donc c'est un conseil sur lequel je souhaiterais conclure mon intervention. Ça a été un plaisir et donc j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur cette thématique ou d'autres thématiques de sécurité à l'avenir, Inch'Allah. Et je vous remercie encore une fois. Merci. Ali Lazezé, DG de la société Data Protect.
j'interviens dans le domaine de sécurité système d'information, ça fait une quinzaine d'années, notamment sur la partie cybersécurité, cybercriminalité et tout ce qui est lié de près ou de loin à la sécurité des systèmes d'information. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'intervenir sur un sujet d'actualité qui est le cloud, mais plus précisément sur la question de sécurité liée au cloud. Donc notamment sur la partie ce qu'on appelle Cloud Defense, qui est pour moi, et d'ailleurs c'est le thème que j'ai choisi pour cette intervention, une question de souveraineté nationale. C'est aujourd'hui une nécessité plus que jamais de se doter des moyens de sécurité sophistiqués à travers un cloud, mais un cloud privé, un cloud qui va protéger notamment ce qu'on appelle les infrastructures critiques d'un pays. C'était le sujet que j'ai essayé de développer à travers mon intervention. Je crois que les étudiants, ils ont assimilé les différents concepts liés à cette intervention. Bien entendu, ça s'est manifesté à travers les nombreux échanges que nous avons eus. Je vois qu'il y a un intérêt fort pour le sujet de la sécurité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, marqué. Donc on voit qu'il y a de l'intérêt, on voit qu'il y a des étudiants qui sont passionnés par le domaine de la sécurité. Il y a même un laboratoire de hacking qui a été mis en place. Je ne peux que, je dirais, encourager ce genre d'initiative et je me mets à la disposition de l'école Vinci pour pouvoir effectivement mettre à disposition tout ce dont vraiment, je dirais, pour partager l'expérience et pour effectivement essayer de faire le maximum de messages possibles en matière de sécurité système d'information. Et ça a été un plaisir et je vous remercie. ليش حاجه هذا ولا شي جوج تخيلوا شوفوا باش نديروا شو بارتيسيبي فيسبوك شوف لي شنو اللي فايدة ما بغيتش فيسبوك عمرنا فيسبوك شي ادري يدير اكسترا شي اكسترا